Gargantua de Rabelais. Chapitre 1. Comment Gargantua fut porté 11 mois par sa mère et comment Gargamel, enceinte de Gargantua, mangea profusion de tripes. En son temps, Grand Gousier était un gai compagnon qui aimait bien boire. Il ne laissait pas traîner une goutte au fond de son verre, et il mangeait volontiers salé. Il avait donc une bonne réserve de jambon de Bayonne et de Mayence, force langue de bœuf fumé, abondance d'andouilles quand c'était la saison, provisions de bœuf à la moutarde, grand renfort de boutargue et quantité de saucisses. Quand il atteignit l'âge adulte, Grand Gousier épousa Gargamel, la fille du roi des Parpaillots, une belle fille au visage agréable. Celle-ci attendit un fils et le porta jusqu'au 11e mois. Car les femmes peuvent porter aussi longtemps un enfant lorsqu'il s'agit d'un chef-d'œuvre ou d'un personnage qui devra un jour accomplir des exploits. Le 3e jour du mois de février, Gargamel fut malade, parce qu'elle avait mangé trop de gobebillots, ce sont des tripes de bœuf bien grasses, et des bœufs, on en avait tué 367 014 à l'époque du Mardi Gras, afin de les saler. Lorsque viendrait le printemps, on devait disposer ainsi d'une bonne quantité de viande pour saluer le début des repas et se donner envie de boire. Comme vous le devinez, il y eut abondance de tripes. Elles étaient si friandes que chacun se léchait les doigts, mais on dut résoudre un terrible problème. On ne pouvait pas conserver ces tripes sans que la viande devienne avariée. C'était inacceptable. On décida donc de faire un festin sans rien laisser perdre. On invita tous les habitants de Siannay, de Seuilly, de la Roche-Clermont, de Vaugauderie, sans oublier les autres voisins, tous bons buveurs et bons compagnons. Le bonhomme Grand Gousier y trouvait un bien grand plaisir. Il recommandait de tout servir dans les écuelles. Toutefois, il disait à sa femme d'en manger peu, parce qu'elle approchait de son terme et que cette tripaille n'était pas une viande très recommandable. Après avoir dîné, tous se rendirent pêle-mêle à la Saulçay. Là, on dansa sur l'herbe, au son joyeux des flageolets et des douces cornemuses, avec tant de gaieté que c'était un passe-temps divin de les voir ainsi rigoler. Chapitre 2. Comment Gargantua naquit de façon bien étrange. Pendant ces réjouissances, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Grand Gousier se leva de l'herbe et la réconforta, pensant bien que c'était le mal provoqué par la naissance. Il convenait donc de reprendre courage pour l'arrivée de son poupon. La douleur provoquerait quelques mauvais instants, mais elle serait brève. La joie lui succéderait et effacerait tous ses ennemis. Elle n'en garderait même pas le souvenir. « Courage, courage, disait-il, je vais boire quelques rasades de vin, je me tiendrai dans votre voisinage. S'il vous survient quelque mal, mettez vos mains en porte-voix pour m'appeler, je me rendrai auprès de vous. » Pendant ce temps, elle se mit à soupirer, à se lamenter et à crier. Un tas de sages femmes vinrent de tous côtés. L'enfant sursauta et entra dans la vaine cave, et, grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, il prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille. Dès qu'il fut né, l'enfant ne cria pas comme les autres. « Mi, mi !» mais il s'écria à haute voix. « À boire, à boire !» comme s'il invitait tout le monde à boire. Il criait si fort qu'on l'entendit à travers tout le pays. Je me doute que vous ne croirez pas à cette étrange naissance. Si vous ne le croyez pas, je ne m'en soucie guère, mais un homme de bien, un homme de bon sens croit toujours ce qu'on lui dit et qu'il trouve par écrit. Chapitre 3. Comment Gargantua reçut son nom et comment il buvait le vin. Le bonhomme Grand Gousier était en train de boire et de s'amuser avec les autres quand il entendit le cri horrible que son fils avait poussé en venant à la lumière du monde. L'enfant demandait « À boire, à boire !» ce qui fit dire à son père « Quel grand tu as !» Comprenez qu'il parlait du gosier. En entendant ces mots, les assistants dirent que l'enfant devait recevoir le nom de Gargantua.
puisque telles avaient été les premières paroles de son père à sa naissance. Grand-Gousier donna son accord, et le nom plut bien à la mère. Pour apaiser l'enfant, on lui donna à boire à tire-larigot, puis il fut baptisé, comme c'est la coutume chez les bons chrétiens. Pour l'allaiter, on réquisitionna 10 913 vaches, car on ne pouvait pas trouver dans le pays de nourrice en raison de la grande quantité de lait nécessaire à son alimentation. Bien que certains docteurs en philosophie aient affirmé que sa mère l'allaita et qu'elle pouvait tirer de ses mamelles 1402 tonneaux et 9 pots de lait à chaque fois, ce qui n'est pas vraisemblable. Cette affirmation a été déclarée mammalement scandaleuse, offensant les oreilles influençables et sentant de loin l'hérésie. L'enfant demeura dans cet état jusqu'à 1 an. Et, dis-moi, à cet âge, sur le conseil des médecins, on commença à le sortir. On réalisa une belle charrette à bœufs. On l'y promenait de ci, de là, joyeusement. Et il faisait bon de le voir, car il montrait un bon visage. Il avait presque 18 mentons, et ne criait que bien peu. Mais il se conchiait à toute heure, car il était incroyablement flegmatique des fesses, tant par tempérament naturel que parce qu'il buvait trop de vin de septembre. Et il n'en buvait pas sans cause, car s'il arrivait qu'il fût sans force, malheureux, en colère, fâché ou désolé, s'il trépignait, s'il pleurait, s'il criait, on le remettait d'aplomb en lui apportant à boire, et il demeurait tranquille et joyeux. Une de ses gouvernantes m'a juré qu'il avait tellement l'habitude de réagir ainsi qu'il entrait en extase au seul son des flacons et des pintes, comme s'il goûtait aux joies du paradis. Pour le réjouir, on faisait teinter chaque matin des verres avec un couteau, ou des flacons avec leurs bouchons, ou des pintes avec leurs couvercles. À ce son, il tressaillait et se berçait en dodelinant de la tête. Chapitre 4. Comment on vêtit Gargantua. À l'âge qui vient d'être indiqué, son père ordonna qu'on fît à Gargantua des habits aux couleurs de sa livrée, qui étaient le bleu et le blanc. On y travailla, et les habits furent faits, taillés et cousus à la mode qui régnait alors. Grâce à d'anciens registres, j'ai su qu'il était habillé de la manière suivante. Pour sa chemise, on leva 900 aunes de toile de châtellerault. Pour son pourpoint, on leva 813 aunes de satin blanc, et pour les aiguillettes, 1500 peaux et demi de chien. Pour ses chausses, on leva 1500 aunes et un tiers d'un tissu léger de laine blanche. Et notez qu'il y avait de très belles jambes bien proportionnées au reste de sa stature. Pour ses souliers, on leva 406 aunes de velours bleu cramoisi. Pour leurs semelles, on employa 1100 peaux de vache brune taillées en queue de morue. Il eut une belle épée de bois et un poignard en cuir bouilli, peint et doré, comme chacun souhaiterait en avoir. Pour sa robe, on leva 9600 aunes moins 2 tiers de velours bleu, tout parfilé d'or. Pour son bonnet, on leva 302 aunes un quart de velours blanc. Sa forme fut large et ronde, à la mesure de la tête, car Grand-Gousier pensait que les petits bonnets faits comme une croûte de pâté amèneraient un jour des ennuis à leur tondu. Pour plumer, il portait une belle grande plume bleue, prise à un pélican du pays d'Hyrcanie, disposée à la sauvage, pendant bien mignonnement sur l'oreille droite. Pour emblème, il avait sur une plaque d'or pesant 68 marcs, une figure en émail ornée d'un corps humain à 2 têtes, l'une tournée vers l'autre, avec 4 bras, 4 pieds et 2 troncs. Pour ses gants, on utilisa 16 peaux de lutin et 3 de loup-garou. Pour anneau, il eut à l'index de la main gauche un diamant gros comme un œuf d'autruche. À l'annulaire, un anneau fait de 4 métaux assemblés de la plus merveilleuse manière. À l'annulaire de la main droite, il y eut un anneau en spirale dans lequel était enchâssé un rubis parfait, un diamant en pointe et une émeraude. L'ensemble avait une valeur inestimable car Hans Caravelle
bijoutier du roi de Mélande, les estimait à la valeur de 69 894 018 moutons à laine épaisse. Chapitre 5. De l'enfance de Gargantua. Gargantua, de 3 à 5 ans, fut nourri et instruit dans toutes les disciplines qui convenaient, sur l'ordre de son père. Il passa le temps comme les petits enfants du pays, à savoir à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Toujours il se vautrait dans la boue, se noircissait le nez, se barbouillait le visage, usait ses souliers, bâillait souvent en mouche et courait volontiers après les papillons. Il pissait sur ses souliers, se mouchait sur ses manches, reniflait dans sa soupe, pataugeait partout, buvait dans sa pantoufle et se frottait habituellement le ventre avec un panier. Il aiguisait ses dents avec un sabot, se lavait les mains avec le potage, se peignait avec un gobelet, s'asseyait le cul par terre entre deux chaises, se couvrait la tête d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait sa fouasse sans pain, mordait en riant, riait en mordant, crachait souvent dans le plateau, se cachait dans l'eau pour éviter la pluie, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, retournait à ses moutons, battait le chien avant le lion. Il mettait aussi la charrue avant les bœufs, se grattait là où ça ne le démangeait pas, tirait les vers du nez, se chatouillait pour se faire rire, dévorait tout dans la cuisine, arrachait les pattes des mouches, prenait ses jambes à son cou, buvait comme un trou, prenait les vessies pour des lanternes, sautait du coq à l'âne, faisait contre mauvaise fortune bon cœur. Les petits chiens de son père mangeaient dans son écuelle, lui-même mangeait avec eux. Il leur mordait les oreilles et il lui égratignait le nez. Et pour qu'il s'amuse comme les petits enfants du pays, on lui fit un beau moulinet à ailes, avec les ailes d'un moulin à vent. Chapitre 6. Comment Gargantua fut instruit par un sophiste. On lui donna pour maître un grand docteur sophiste nommé maître Tubal Holoferne, qui lui apprit si bien l'alphabet qu'il le disait par cœur et à l'envers. Il y travailla pendant 5 ans et 3 mois. Puis, il lui fit lire une grammaire et 3 livres, et cela dura 13 ans, 6 mois et 2 semaines. Mais notez que, pendant ce temps, il lui apprit à écrire en lettres gothiques. Et Gargantua recopiait tous ses livres, car l'art de l'imprimerie n'existait pas encore. Il portait habituellement un gros écritoire, qui pesait plus de 7000 quintaux, dont l'encrier, retenu par de grosses chaînes de fer, avait la capacité d'un tonneau. Puis, on lui lut d'autres manuels de grammaire, et cela dura plus de 17 ans et 11 mois. Et il connaissait si bien ses livres que si on le mettait au défi, il pouvait les réciter par cœur à l'envers. Puis, on lui fit étudier un almanach, ce qui dura bien 16 ans et 2 mois. Alors, son vieux percepteur mourut en l'an 1420. Ensuite, Gargantua eut pour précepteur un autre vieux tousseux, nommé maître Jobelin Bridé. Chapitre 7. Comment Gargantua fut confié à d'autres professeurs. Alors son père s'aperçut qu'il étudiait vraiment très bien et qu'il y passait tout son temps. Pourtant, il n'en tirait aucun profit et, ce qui est pire, il en devenait fou, niais, rêveur et complètement stupide. Il s'en plaignit à don Philippe des Marais, le vice-roi de Papeligos. Il s'entendit dire alors qu'il aurait été préférable de ne rien apprendre plutôt que d'avoir étudié en de tels livres avec de tels professeurs, car leur connaissance n'était que bêtise et leur sagesse ne valait rien. Il n'était bon qu'à rendre bêtes les bons et nobles esprits. Ainsi, dit don Philippe, prenez un de ces jeunes gens, même s'il n'a fait que 2 ans d'études, s'il n'a pas un meilleur jugement, s'il ne parle pas mieux que votre fils, alors vous pourrez dire que je ne suis qu'un tranche-jambon. Ce discours plut beaucoup à Grangousier. Il ordonna de procéder à l'épreuve et de comparer le savoir de Gargantua à celui d'un enfant de 11 ans, amené tout exprès. Eudémon. Grangousier encouragea le page à commencer son exposé. Alors, Eudémon se leva, le bonnet à la main, la bouche rouge vermeille et le regard posé sur Gargantua avec une modestie d'enfant. Il commença à le complimenter d'abord pour sa vertu et ses bonnes mœurs.
ensuite pour son savoir, en troisième lieu pour sa noblesse, en quatrième lieu pour la beauté de son corps, et enfin il le poussa avec douceur à vénérer son père en toute occasion, lui qui se donnait tant de peine pour lui offrir une bonne éducation. Le tout prononcé avec des gestes appropriés, une voix très claire, un langage soutenu et un latin fort correct. Mais tout ce que fut faire Gargantua, ce fut de pleurer comme une vache, et il se cachait le visage derrière son bonnet. Il ne fut pas possible de tirer de lui une seule parole, pas plus qu'un P d'un âne mort. Son père entra dans une si grande colère qu'il voulut tuer messire Jobelin. Mais le seigneur des marais l'en empêcha en lui faisant un beau discours qui calma sa colère. Puis il ordonna de payer ses gages à messire Jobelin, de bien le faire boire et de le renvoyer. Après le départ de maître Jobelin, Grangousier réfléchit avec le vice-roi au précepteur que l'on pourrait donner à Gargantua. Il fut décidé que l'on donnerait cette place à Ponocrate, professeur de démons, et qu'ils iraient tous à Paris pour suivre les études des jeunes gens de cette époque. Chapitre 8. Comment Gargantua fut envoyé à Paris, de l'énorme jument et comment elle supprima les mouches bovines de Beauce. À la même époque, Fayolle, quatrième roi de Numidie, envoya d'Afrique à Grangousier une jument, la plus énorme, la plus grande, la plus monstrueuse qu'on eût jamais vue. Elle était grande comme 6 éléphants et avait le sabot fendu comme le cheval de Jules César, les oreilles pendantes comme les chèvres du Languedoc, un poil d'alezan brûlé. Mais surtout, elle avait une queue horrible, grosse comme une tour, carrée, avec des touffes de poils comme des branches. Lorsque Grangousier la vit, il déclara « Voilà ce qu'il faut pour porter mon fils à Paris. » Le lendemain, après avoir bu, Gargantua, son précepteur Ponocrate, leurs gens et avec eux Eudémon, le jeune page, prirent le chemin de Paris. Ils firent joyeusement route jusqu'aux environs d'Orléans. À cet endroit, il y avait une grande forêt d'une longueur de 35 lieues et d'une largeur de 17 environ. Mais cette forêt était remplie de mouches à bœufs et de frelons, de sorte que c'était un grand danger pour les pauvres juments, ânes et chevaux. Mais la jument de Gargantua vengea les attaques qu'avaient reçues les bêtes de son espèce par un tour inattendu. Lorsque les voyageurs eurent pénétré dans la forêt et que les frelons donnèrent l'assaut à la jument, celle-ci agita si bien la queue qu'elle abattit tout le bois. À tort, à travers, de ci, de là, par-ci, par-là, de long, en large, dessus, dessous, elle couchait les arbres comme un faucheur fait de l'herbe, de telle sorte que, depuis ce jour, il n'y eut plus de bois ni de frelons, mais tout le pays fut réduit à l'état de plate campagne. En voyant cela, Gargantua prit un grand plaisir, sans s'en vanter autrement, et dit à ses gens « Je trouve beau cela !» Et depuis, ce pays fut appelé la Beauce. Finalement, ils arrivèrent à Paris. Ils se reposèrent 2 ou 3 jours, mangèrent bien, demandèrent quelques gens savants on trouvait dans la ville, et quel vin on y buvait. Chapitre 9. Comment Gargantua prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Après ces quelques jours de repos, Gargantua visita la ville, et il fut regardé par tous avec admiration, car le peuple de Paris est si bête, si badaud et si stupide de nature qu'un mulet avec ses cymbales ou un joueur de violon au milieu d'un carrefour rassemble les gens. On poursuivit tant Gargantua qu'il fut obligé de s'arrêter près des tours de Notre-Dame. Se trouvant en cet endroit, il considéra les grosses cloches qui se trouvaient dans les murs et les fit sonner bien harmonieusement. Pendant qu'il les faisait sonner, il lui vint l'idée qu'elle pourrait servir de clochette au cou de sa jument. Il voulait justement la renvoyer à son père, chargé de fromage de brie et de harengs frais. Il emporta donc les cloches à son logis. Toute la ville fut en pleine ébullition. Après avoir longuement discuté, il fut décidé qu'on enverrait le plus vieux et le plus talentueux des professeurs auprès de Gargantua
pour lui montrer l'horrible inconvénient que constituait la perte des cloches. Pour cette mission, on choisit un professeur, maître Janotus de Bragmardo. Chapitre 10. Comment Janotus de Bragmardo fut envoyé pour récupérer les grosses cloches auprès de Gargantua. Maître Janotus, coiffé à la césarine, ayant mis son capuchon, l'estomac bien garni de gelée de coing et de vin, se rendit au logis de Gargantua, poussant devant lui 5 ou 6 bedeaux au museau bien rouge et traînant à sa suite 5 ou 6 maîtres inertes. Ponocrate les rencontra à l'entrée du logis et, à les voir ainsi déguisés, il en eut peur. Il pensa qu'ils étaient devenus fous. Puis Ponocrate interrogea un des maîtres inertes de la bande. Il lui demanda ce que signifiait cette mascarade. Il lui fut répondu qu'on venait demander la restitution des cloches. Dès qu'il apprit la nouvelle, Ponocrate courut avertir Gargantua pour lui permettre de préparer sa réponse et de décider ce qu'il fallait faire. Gargantua réunit à part Ponocrate son percepteur Philotomie, son maître d'hôtel, Gymnaste, son écuyer et Eudémon. Il examina rapidement avec eux ce qu'il fallait faire et répondre. Tous furent d'avis de mener Janotus et sa bande à l'office, et là de les faire boire énormément, de telle sorte que ce tousseux ne pourrait tirer aucune gloire d'avoir fait rendre les cloches grâce à sa démarche. Pendant qu'il chopinerait, on enverrait chercher le prévôt de la ville, le recteur de la faculté et le vicaire de l'église, et on leur remettait les cloches avant que le professeur puisse remplir sa mission. Ce qui fut fait. Une fois les préparatifs accomplis, Janotus le sophiste commença son discours, comme il va être dit, tout en toussant. Chapitre 11. Le discours de maître Janotus à Gargantua pour obtenir la restitution des cloches. Bonjour, monsieur, bonjour, messieurs. Il serait vraiment bon que vous nous rendissiez nos cloches, car nous en avons bien besoin. Nous en avons refusé autrefois une bonne somme de la part des habitants de Londres, dans le Quercy, et de ceux de Bordeaux, dans la Brie. Si vous nous les rendez sur ma requête, j'y gagnerai 6 empans de saucisses et une bonne paire de choses qui feront grand bien à mes jambes, ou alors la promesse ne sera pas tenue. Oh, pardieu, qu'une paire de choses c'est une bonne chose. N'a pas de paire de choses qui veut, je le sais bien, en ce qui me concerne. Il y a 18 jours que je suis en train de m'atagraboliser ce beau discours, car bon vin ne peut donner mauvais latin. Or, sus, donnez-nous nos cloches. Tenez, je vous dis que vous nous rendrez nos cloches. Vuloti pardalum certis pardonates. Oh, monsieur, donnez-nous nos cloches, tout le monde s'en sert. Si votre jamant s'en trouve bien, c'est aussi le sentiment de notre faculté. Car je vous prouve que vous devez me les donner. Je vous le prouve, toute cloche clochante, en clochant dans le clocher, en clochant avec son clochatif, fait clocher clochablement les clocheteux. Paris a des cloches. Parisus possedat clochas. Donc et donc. Voilà qui est bien parlé, par mon âme. J'ai vu le temps où je ne faisais que discoursir. Mais à présent, je ne fais plus que rêver. Et il ne me faut plus désormais que du bon vin, un bon lit, le dos au feu, le ventre à table et une écuelle bien profonde. Ah, je vous en prie, rendez-nous nos cloches, et que Dieu et Notre-Dame de santé vous protègent de la maladie. Une ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans clochette. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier après vous comme un aveugle qui a perdu son bâton, de braire comme un âne sans croupière, de meugler comme une vache sans clochette. Chapitre 12. Comment Janotus emporta son drap. Le sophiste avait à peine achevé son discours que Ponocrate et Eudémon éclatèrent de rire si fort qu'ils pensèrent mourir. Maître Janotus commença à rire avec eux, à qui mieux, si bien que les larmes leur venaient aux yeux.
Une fois que les rires furent calmés, Gargantua et ses gens s'interrogèrent pour savoir ce qu'il convenait de faire. Ponocrate fut d'avis qu'il fallait faire encore boire ce bel orateur. Il fallait également lui donner les empans de saucisses mentionnés dans le discours, avec une paire de chausses, 300 bûches de bois à brûler, 25 muides de vin, un lit à triple couche de plumes d'oie et une bonne écuelle bien profonde, ce qu'il avait dit être nécessaire à sa vieillesse. On agit comme on l'avait décidé, mais Gargantua, ayant des doutes sur le type de choses, ce qui conviendrait aux sophistes, lui fit livrer 7 aunes de drap noir et 3 de laine blanche pour la doublure, ce qui permettrait de les faire sur mesure. Le bois fut transporté par des portefaix. Les maîtres portèrent les saucisses et les écuelles. Maître Janotus voulut porter le drap. Chapitre 13. L'étude de Gargantua selon la discipline de ses percepteurs sophistes. Après la remise des cloches, les citoyens de Paris proposèrent à Gargantua d'entretenir et de nourrir sa jument aussi longtemps qu'il le voudrait, en reconnaissance de son geste de bienveillance. Gargantua accepta volontiers cette offre. On envoya la jument vivre dans la forêt de Fontainebleau. Je crois que cette forêt n'existe plus à présent. Gargantua voulut ensuite étudier sous la direction de Ponocrate, mais celui-ci ordonna de se comporter au début selon les habitudes qu'il avait prises. Ponocrate voulait comprendre par quels moyens ses anciens percepteurs avaient rendu Gargantua sot, niais et ignorant pendant si longtemps. Gargantua organisait donc son temps de manière à se réveiller habituellement entre 8 et 9 heures, qu'il fût jour ou non. Ses anciens percepteurs l'avaient ordonné ainsi. Puis il gambadait, faisait des sauts, se vautrait dans son lit pendant quelques instants pour mieux réveiller ses esprits animaux. Puis il s'habillait selon la saison, mais il portait volontiers une grande et longue robe de grosse laine fourrée de renard. Ensuite, Gargantua se peignait avec le peigne d'Alma, c'est-à-dire avec ses 4 doigts et le pouce, car ses percepteurs lui avaient dit que se peigner autrement, se laver et se nettoyer était perdre son temps en ce monde. Puis il se raclait la gorge, rotait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait, se mouchait et déjeunait pour supprimer les effets de la rosée et du mauvais air. De belles frites, des viandes grillées, du beau jambon, des soupes avec du pain trempé. Ponocrate lui expliqua qu'on ne pouvait pas manger ainsi au sortir du lit, sans avoir pris au préalable quelques exercices. Gargantua lui répondit « Comment ? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercices ? N'ai-je pas effectué 6 ou 7 tours dans mon lit avant de me lever ? N'est-ce pas assez ? C'est ce que faisait le pape Alexandre, et il vécut ainsi jusqu'à sa mort, en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'ont donné cette habitude, disant que déjeuner donne une bonne mémoire. Ainsi étaient-ils les premiers à boire. Je m'en trouve fort bien, et n'en dîne que mieux. » Après avoir déjeuné, Gargantua se rendait à l'église. Là, il entendait 26 ou 30 messes. En sortant de l'église, il étudiait pendant une méchante demi-heure, les yeux posés sur son livre, mais son esprit était dans la cuisine. Il allait donc se remettre à table et commencer son repas par quelques douzaines de jambons, de langues de bœuf fumées, de la boutargue, des andouilles et autres avant-coureurs du vin. Pendant ce temps, ses gens lui jetaient continuellement dans la bouche de pleines pelletées de moutarde. Puis Gargantua buvait un horrifique trait de vin blanc. Ensuite, il mangeait, si c'était la saison, des viandes. Il ne cessait de manger qu'au moment où la peau de son ventre commençait à tirer. Pour boire, il ne connaissait pas de règles, car il affirmait que les limites pour s'arrêter de boire étaient atteintes lorsque le liège des pantoufles d'un buveur enflait d'un demi-pied. Chapitre 14. Les jeux de Gargantua. Puis Gargantua se lavait les mains au vin frais, se récurait les dents avec un pied de porc et devisait joyeusement avec ses gens. On étendait un tapis vert sur la table. On sortait force jeux de cartes, force dés et grands renforts de table à jeu. On jouait alors au flux, à la prime, au jet, au mariage, au 31, au tarot, au savetier, à jete-pince sans rire, à père ou impair, aux quilles, à la figue, au malheureux, à la voile, à l'opinion, à la malheureuse, à croix
aux piles, aux échecs, à la corne, aux dames, à la toupie, aux boules, aux alouettes, aux mécontents, aux lance-quenets, à la pille, aux hiboux, aux osselets, aux croquets, à la vache, aux chiquenaudes, à Colin-Maillard, à la truie, aux clés. Après avoir bien joué et passé le temps, il convenait de boire et, sur un beau banc ou dans un bon lit, s'étendre et dormir 2 ou 3 heures sans avoir de mauvaises pensées ou de mauvaises paroles. Au réveil, Gargantua secouait un peu ses oreilles. On apportait du vin frais et il buvait mieux que jamais. Ponocrate lui expliqua que c'était un mauvais régime de boire après avoir dormi. « C'est, répondit Gargantua, dans ma nature. » Puis Gargantua étudiait quelque peu. Il montait sur une vieille mule qui avait servi 9 rois. En dodelinant de la tête, il allait voir attraper quelques lapins dans des filets. Au retour, il se transportait jusqu'à la cuisine pour savoir quelle viande était à la broche. Et il soupait très bien sur ma conscience. Il invitait volontiers quelques buveurs parmi ses voisins. Toute cette compagnie buvait à qui mieux mieux. Après avoir soupé, on jouait avec collation et arrière-collation pour accompagner. Enfin, Gargantua dormait sans nulle interruption jusqu'au lendemain 8 heures. Chapitre 15. Comment Ponocrate organisa la formation de Gargantua de telle manière qu'aucune heure du jour n'était perdue. Quand Ponocrate découvrit la manière désastreuse de vivre qu'avait Gargantua, il réfléchit sur la façon de lui apprendre les lettres. Mais pendant les premiers jours, Ponocrate toléra un autre comportement, considérant que la nature n'admet pas les changements brusques. Pour mieux réaliser sa tâche, Ponocrate demanda à un médecin, célèbre à l'époque, nommé Maître Théodore, s'il était possible de remettre Gargantua sur la bonne voie. On purgea celui-ci avec de l'hellébore pour lui nettoyer le cerveau. Par ce moyen, Ponocrate lui fit oublier tout ce qu'il avait appris sous ses anciens précepteurs. Pour mieux instruire Gargantua, on le mettait en compagnie de gens savants qui lui ouvraient l'esprit et lui donnaient le désir d'étudier autrement, pour se montrer à son avantage. Puis, on mit Gargantua à l'étude de telle manière qu'il ne perdait aucune heure de la journée, mais employait tout son temps à étudier. Gargantua se réveillait donc vers 4 heures du matin. Pendant qu'on le nettoyait, on lui lisait des pages d'écriture à voix haute et intelligible. Puis, il allait au lieu secret. Là, son percepteur lui répétait ce qu'il avait été lu, en lui expliquant les points les plus obscurs et les plus difficiles. On considérait ensuite l'état du ciel. Était-il tel qu'on l'avait observé le soir précédent? Dans quel signe du zodiaque le soleil et la lune entraient-ils ce jour-là? Cela fait, on habillait Gargantua, on le peignait, on le coiffait, on l'arrangeait, on le parfumait. Pendant ce temps, on lui récitait les leçons de la veille, lui-même les répétait par cœur. 3 bonnes heures étaient alors consacrées à lui faire la lecture. Ensuite, on sortait, tout en parlant de la lecture, et l'on jouait à la balle, à la paume, en exerçant le corps comme on avait exercé l'esprit. Tout ce jeu se déroulait en liberté, et on pouvait arrêter la partie quand on en avait envie. Le jeu cessait habituellement quand les corps étaient en transpiration ou se sentaient fatigués. Ils étaient donc essuyés et frottés. On changeait de chemise. On se promenait doucement pour voir si le dîner était prêt. On récitait alors quelques leçons. Pendant ce temps, Monsieur l'Appétit venait et on en profitait alors pour passer à table. Au début du repas, on lisait quelques histoires plaisantes des anciennes prouesses jusqu'à ce qu'il eût pris son vin. Alors, si on en avait envie, on continuait la lecture, ou bien on discutait joyeusement. On parlait de la nature, de tout ce qui était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines. Pendant ces discussions, on apportait des livres à table pour avoir des renseignements. Gargantua retenait si vite et si bien les choses dites qu'on aurait pu trouver un médecin qui sache la moitié de ce qu'il savait. À la fin du repas, Gargantua se curait les dents avec un tronc de lentisque, se lavait les mains et les yeux avec de l'eau fraîche. On apportait les cartes, non pour y jouer,
mais pour apprendre 1000 petites inventions mathématiques. Et non seulement Gargantua acquit la science des nombres, mais aussi d'autres sciences mathématiques comme la géométrie, l'astronomie et la musique. Ensuite, on s'est amusé à chanter à 4 ou 5 voix. Gargantua a appris aussi à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte traversière, de la flûte à 9 trous, de la viole, du trombone. On employait ainsi 1 heure pour achever la digestion. Puis, on se remettait à l'étude principale pendant 3 heures ou davantage. Après cela, Ponocrate et Gargantua sortaient de leur hôtel en compagnie d'un gentilhomme de Touraine, nommé l'écuyer gymnaste, qui lui apprenait l'art de la chevalerie, équitation, art du tournoi, maniement de la hache, de l'épée et autres armes. Gargantua nageait aussi en eau profonde, à l'endroit, sur le dos, sur le côté, en utilisant tout son corps ou avec ses seuls pieds. Il pouvait traverser la Seine, une main en l'air, tenant un livre, sans mouiller le livre. Il apprit aussi à naviguer à la voile, à l'aviron, et s'exerça à tous les sports. Après avoir passé son temps à ces exercices, Gargantua était frotté et nettoyé. On changeait ses vêtements et, tout doucement, il rentrait chez lui, tout en observant les arbres et les plantes, et en les comparant aux descriptions faites dans les livres. Arrivé au logis, pendant qu'on préparait le souper, il répétait quelques passages qui avaient été lus, puis passait à table. Notez que son dîner était sobre et frugal, car il mangeait pour faire taire les appels de son estomac. Le souper était cependant copieux, car Gargantua se servait autant qu'il en avait besoin pour se nourrir et s'entretenir, ce qui est le vrai régime tel que le recommande la vraie médecine. Durant le repas, on continuait la leçon du dîner, autant qu'il semblait nécessaire de le faire. Le reste du temps était consommé en bons propos, tous utiles et instructifs. En pleine nuit, avant de se coucher, ils allaient aux lieux les plus découverts du logis pour observer le ciel et les astres. Enfin, ils priaient Dieu en se recommandant à lui pour l'avenir. Ils prenaient ensuite leur repos. Chapitre 16. Comment éclata entre les Foissiers de Lernée et ceux du pays de Gargantua la grande dispute d'où sortirent de grosses guerres. En ce temps-là, pendant la saison des vendanges, au début de l'automne, les bergers du pays commençaient à surveiller les vignes et empêcher les étourneaux de manger les raisins. À cette époque, les Foissiers de Lernée passaient par le grand carrefour. Ils emportaient 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les bergers leur demandèrent aimablement de leur en vendre au prix du marché, car il est délectable de manger pour déjeuner de la foisse avec des raisins. Non seulement les Foissiers n'écoutèrent pas du tout cette demande, mais ce qui est bien plus grave, ils insultèrent grossièrement les bergers en les traitant de rouquins grotesques, de noceurs, de lourdeaux, de fauchetons, de fainéants, de goulus, de gros bedons, de vantards, de vauriens, de rustres, de mauvais payeurs, de singes, d'endormis, de nigauds, de dadais, d'imbéciles et autres termes d'insultes. Ils ajoutèrent qu'il ne leur appartenait pas de manger ces belles foisses, mais qu'ils devraient plutôt se contenter de gros pains gris et de vulgaires galettes. À ces insultes, l'un des bergers nommé Frogier, un jeune homme bien fait de sa personne, répondit avec douceur. « Depuis quand avez-vous les cornes qui vous rendent aussi méchants que des taureaux ? Autrefois vous aviez l'habitude de nous en donner, et maintenant vous refusez. Ce n'est pas là l'attitude de bons voisins. Nous n'agissons pas de la sorte quand vous venez acheter notre beau froment avec lequel vous fabriquez vos gâteaux et vos foisses. Et par-dessus le marché, nous vous aurions donné de nos raisins, mais vous pourriez bien avoir à le regretter. Nous vous rendrons l'appareil, et vous vous en souviendrez. » Alors Marquet, le grand bâtonnier de la confrérie des Foissiers, lui dit « Vraiment, tu es bien combatif ce matin. Tu as mangé trop de graines hier ? Approche, approche, je vais t'en donner de ma foisse. » Frougier s'approcha sans méfiance. Il tira une pièce de monnaie de sa ceinture, pensant que Marquet allait lui remettre l'une de ses foisses. Mais celui-ci lui donna un grand coup de fouet dans les jambes, avec tant de force que les traces restèrent. Puis Marquet voulut prendre la fuite, mais Frogier cria au meurtre
et appela à l'aide de toutes ses forces. En même temps, il jeta sur Marquet un gros bâton qu'il portait sous le bras. Il l'atteignit à la tête sur l'artère temporale du côté droit, de sorte que Marquet tomba de sa jument. Il paraissait plus mort que vif. Pendant ce temps, les métayers qui étaient en train de gauler les noix accoururent avec leurs grandes gaules et frappèrent sur les bergers comme sur du seigle vert. Les autres bergers et bergères, en entendant l'appel de Frogier, arrivèrent avec leurs frondes et poursuivirent les foissiers à grands coups de pierre. Finalement, ils prirent 4 ou 5 douzaines de foisses. Toutefois, ils les payèrent au prix habituel et leur donnèrent les raisins. Puis, les foissiers aidèrent Marquet, qui était sérieusement blessé, à se remettre en selle. Ils s'en retournèrent à Lernay sans poursuivre leur route, en proférant des menaces contre les bergers, bouviers et métayers. À la suite de cette affaire, les bergers et les bergères firent un bon repas avec les foisses et les raisins et s'amusèrent ensemble au son de la cornemuse. Ils se moquèrent de ces beaux foissiers glorieux qui avaient fait une mauvaise rencontre. Avec de gros raisins, ils baignèrent les jambes de Frogier, si bien qu'il fut vite guéri. Chapitre 17. Comment les habitants de Lernay, sur l'ordre de Picrochole, leur roi, assaillirent au dépourvu les bergers de Gargantua. De retour à Lernay, les foissiers se rendirent aussitôt au château, avant même de boire ou de manger. Et là, ils portèrent plainte auprès de leur roi, nommé Picrochole, 3e du nom. Ils montrèrent leurs paniers brisés, leurs bonnets froissés, leurs robes déchirées, et Marquet qui était gravement blessé. Ils dirent que tout cela avait été fait par les bergers et métayers de Grand Gousier, au grand carrefour, au-delà de Seuilly. Aussitôt, Picrochole entra dans une colère folle, et, sans chercher davantage le quoi ou le comment, il fit battre son pays, le ban et l'arrière-ban. Chacun, sous peine de pendaison, devait se trouver en armes sur la place devant le château, à midi. Pour mieux réaliser son entreprise, il envoya battre les tambours aux alentours de la ville. Lui-même, pendant qu'on préparait son dîner, alla faire placer sur affût son artillerie, déposer son enseigne et son oriflamme, et charger force munitions, tant pour la guerre que pour l'estomac. Tout en dînant, il distribua les commandements. Par un édit, il confia au seigneur Trépelu l'avant-garde qui fut constituée de 16 014 arquebusiers et de 35 011 volontaires. Le grand écuyer, Touquedillon, fut nommé à la tête de l'artillerie, laquelle fut constituée de 914 grosses pièces de bronze réparties en canons, double canon, basilic, serpentine, coulevrine. L'arrière-garde fut attribuée au duc de Raquedenard. Le roi se tint dans le corps de bataille avec les princes de son royaume. Ces premières décisions prises, avant de se mettre en route, on envoya 300 chevaux légers sous la conduite du capitaine Engoulevent pour découvrir le pays et savoir si aucun piège n'avait été préparé dans la contrée. Mais après avoir diligemment cherché, ils trouvèrent tout le pays environnement plongé dans la paix et le silence, sans rencontrer une quelconque assemblée. En l'apprenant, Picrochole ordonna de se mettre en marche, chacun derrière son enseigne, en toute hâte. Chapitre 18. Comment un moine de Seuilly sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis. Ils en firent tant, et se démenèrent tant, pillant et volant, qu'ils arrivèrent à Seuilly. Ils prirent tout ce qu'ils purent. Rien ne leur parut trop chaud ni trop pesant. Après le pillage du bourg, ils se transportèrent à l'abbaye dans un horrible tumulte. Mais ils la trouvèrent bien close et fermée, ce qui amena l'armée principale à la dépasser et à se diriger vers le gué de Vède, à l'exception de 7 compagnies de soldats à pied et 200 chevaliers avec leurs lances et leur escorte, qui restèrent là et brisèrent les murailles du clos afin d'aller abîmer toute la vendange. Les pauvres diables de moines ne savaient à quel saint se vouer. On décida de faire une belle procession chantant de belles prières contre l'ennemi. Dans l'abbaye, il y avait un moine nommé frère Jean des Entaumeurs, jeune, galant, pimpant, joyeux, adroit, hardi, aventureux, grand, maigre, bien fendu,
de mâchoires, bien pourvus du côté du nez, beaux, des pêcheurs de prières, beaux, des brideurs de messe, pour tout dire sommairement un vrai moine, s'il n'en eut jamais depuis que le monde moina de moinerie, emmoigné jusqu'aux dents. Frère Jean, entendant le bruit que faisaient les ennemis dans le clos de la vigne, sortit pour savoir ce qui se passait. Il constata que les ennemis vendangeaient le clos dont dépendait la boisson de l'année. Frère Jean retourna au cœur de l'église où se trouvaient les autres moines, frappés de stupeur comme des fondeurs de cloches. Il les entendait chanter en latin. La sa 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 ot ot des ene mi mi. C'est, leur dit-il, bien chanté, vertu bleue. Pourquoi ne chantez-vous pas adieu panier, les vendanges sont faites? Je me donne au diable s'ils ne sont pas dans notre clos en train de couper si bien cèpe et raisin qu'il n'y aura plus rien. Corps bleu à grappiller durant quelques années. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous pendant ce temps, nous autres pauvres diables? Alors le prieur déclara: que fait cet ivrogne ici? Qu'on le jette en prison, troubler ainsi le service divin? Mais, dit le moine, le service du vin, faisant en sorte qu'il ne soit pas troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez en boire, et le meilleur. Ainsi agit tout homme de bien. Jamais un homme au noble cœur n'a détesté le vin, c'est une loi de l'abbaye. Écoutez, messieurs, vous autres qui aimez le vin corps bleu, suivez-moi, que saint Antoine ne brûle si ceux qui aiment tâter du pot ne secourent pas la vigne. Tout en prononçant ces paroles, il se défit de son habit et se saisit d'une grande croix qui était en cœur de cormier, longue comme une lance, du diamètre d'un poing, semée de fleurs de lys presque tout effacées. Il sortit ainsi, avec sa casaque, mit sa robe en écharpe, et avec sa croix attaqua brutalement les ennemis qui, sans ordre ni tambour ni trompette, vendangeaient parmi le clos. Car les portes-enseignes avaient posé leurs enseignes contre les murs, les tambours avaient défoncé leurs tambourins d'un côté pour les remplir de raisins, les trompettes étaient chargées de branches de vigne. C'était la débandade. Il les attaqua si rudement, sans crier gare, qu'il les renversa comme des porcs, frappant à tort et à travers, comme les anciens escrimeurs. Aux uns, il écarbouillait la cervelle, à d'autres, il rompait bras et jambes, à d'autres, il disloquait les vertèbres du cou, et à d'autres, il défonçait les reins, écrasait le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la mâchoire, défonçait les omoplates, meurtrissait les tibias, décondait les ischis, massacrait les faucilles. Si quelqu'un voulait se cacher entre des ceps plus épais, à celui-là, il brisait l'arête du dos et lui cassait les reins comme à un chien. Si quelqu'un grimpait dans un arbre pensant s'y trouver en sûreté, il l'empalait sur son bâton. Si quelqu'un de sa connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !»« Tu t'y trouves forcé, répondait-il, mais en même temps, tu vas vendre ton âme à tous les diables. » Et soudain, il lui donnait des coups. Et si quelqu'un, avec témérité, voulait lui résister, alors il montrait la force de ses muscles, car il lui transperçait la poitrine et le cœur. Croyait que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit jamais. Les uns criaient « Sainte-Barbe !» les autres « Saint-Georges !» les autres « Sainte-Nitouche !» Les autres mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Si grands étaient les cris des blessés que le prieur de l'abbaye et ses moines sortirent. Quand ils aperçurent ces pauvres gens tombés parmi les vignes et blessés à mort, ils en confessèrent quelques-uns. Mais, pendant que les prêtres étaient occupés à confesser, les petits moignons coururent à l'endroit où se trouvait frère Jean et lui demandèrent en quoi il voulait être aidé. À cette question, il répondit d'égorger çà et là ceux qui étaient à terre. Ils commencèrent à égorger et à achever ceux qu'il avait déjà blessés. Savez-vous avec quels instruments? Avec de beaux gouvets, qui sont des petits couteaux dont les enfants de notre pays se servent pour détacher les noix. Puis, avec son bâton de croix, il gagna la brèche qu'avaient faite les ennemis. Mais, quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par la même ouverture, le moine les assomma de coups en disant « Ceux-ci se sont confessés et repentis, et ils ont gagné leur pardon. Ils s'en vont au paradis, droit comme une faucille. » Ainsi, par ces prouesses, tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans le clos furent anéantis de la sorte.
Au total, ils étaient 13 622, sans compter les femmes et les petits-enfants, cela va sans dire. Chapitre 19. Comment Pirochole prit d'assaut la Roche-Clermont et le regret et la difficulté qu'éprouva Grangousier à l'idée d'entreprendre la guerre. Pendant que le moine, comme nous l'avons dit, luttait contre ceux qui étaient entrés dans le clos, Picrochole, en grande hâte, passa le gué de Vède avec ses gens et attaqua la Roche-Clermont, lieu où on ne lui opposa aucune résistance, et, parce qu'il faisait déjà nuit, il décida de rafraîchir la colère qui l'échauffait. Au matin, il prit d'assaut les fortifications avancées et le château. Il renforça très bien les remparts et mit en réserve les munitions nécessaires, pensant y trouver sa retraite s'il était attaqué, car le lieu était fortifié. Laissons-le donc en ce lieu et retournons à notre bon Gargantua qui est à Paris, bien appliqué à l'étude des belles lettres et aux exercices athlétiques. Revenons aussi au vieux bonhomme Grangousier, son père, qui après souper est en train de se réchauffer auprès d'un clair et grand feu. Il fait griller des châtaignes. Il écrit sur le foyer avec un bâton au bout brûlé, dont il se sert pour tisonner le feu, tout en racontant à sa femme et à sa famille de bons contes du temps de jadis. Un des bergers, qui gardait les vignes, nommé Pillot, vint le trouver à cette heure et lui raconta les excès et les pillages auxquels se livrait Picrochole, roi de Lernay, dans ses terres et domaines. Il lui raconta aussi comment Picrochole avait pillé, gâté, saccagé tout le pays, excepté le clos de Seuilly que frère Jean des Entomeurs avait sauvé, ce qui lui faisait grand honneur. À présent, le dit roi se trouvait à la Roche-Clermont et en grande hâte il fortifiait la ville avec l'aide de ses gens. « Hélas, hélas, dit Grangousier, qu'arrive-t-il, bonnes gens? Ai-je rêvé ou est-ce la vérité, ce qu'on me dit ?» Picrochole, mon vieil ami de tout temps, de toute race, de toute alliance, vient-il m'attaquer? Qui le pousse? Qui l'entraîne? Qui le conduit? Qui l'a ainsi conseillé? Oh oh oh! Mon Dieu, mon sauveur, aide-moi, inspire-moi, conseille-moi ce que je dois faire. Je proteste, je jure devant toi. Aussi, sois-moi favorable, que je ne lui ai jamais fait de tort, ni causé à ces gens de dommages, ni accompli de pillage en ces terres. Mais bien au contraire, je l'ai secouru en homme, en argent, en faveur, en conseil, chaque fois que j'ai pu rendre service. Oh oh oh, mes bonnes gens, mes amis et mes loyaux serviteurs, faudra-t-il que je sois une gêne pour vous, tandis que vous m'aidez? Hélas, ma vieillesse ne réclame plus que le repos, et toute ma vie, je n'ai rien cherché autant que la paix. Mais il faut que je le voie bien, que maintenant je charge mes pauvres épaules lasses et faibles du harnais, que dans ma main tremblante je prenne la lance, la masse, pour secourir et protéger mes pauvres sujets. La raison le veut ainsi, car c'est de leur travail que je vis, et leur sueur nous nourrit, moi, mes enfants et ma famille. Cependant, je n'entreprendrai pas de guerre sans avoir essayé tous les procédés et moyens de parvenir à la paix. Alors seulement je m'y résignerai. Il fit donc convoquer son conseil et exposa l'affaire comme elle se présentait. On conclut qu'on enverrait un homme sage et prudent auprès de Picrochole afin de savoir pourquoi il avait si brusquement brisé la paix qui régnait pour envahir des terres sur lesquelles il n'avait aucun droit. On décida également d'envoyer chercher Gargantua et ses gens afin de maintenir le pays et de le défendre au besoin. Le tout plut à Grangousier. Il ordonna de procéder ainsi. Sur l'heure, il envoya le Basque, son laquais, chercher en toute hâte Gargantua, auquel il écrivit la lettre suivante. Chapitre 20. Ce que disait la lettre que Grangousier écrivit à Gargantua. Tu suivais des études passionnantes qui exigeaient que tu mènes longtemps cette vie de travail. Mais puisque le destin a voulu que je sois attaqué par ceux en lesquels j'avais le plus confiance, je suis obligé de te rappeler pour venir au secours des gens et des biens qui dépendent de nous. Ma décision n'est pas de provoquer, mais d'amener la paix, pas d'attaquer, mais de défendre, pas de faire des conquêtes, mais de conserver mes loyaux sujets et mes terres sur lesquelles Picrochole est entré en ennemi sans aucune raison.
De jour en jour, il poursuit sa folle entreprise en commettant des violences intolérables contre des personnes libres. Je me suis mis en devoir de calmer sa colère tyrannique en lui offrant tout ce que je pensais capable de le contenter. À plusieurs reprises, j'ai envoyé auprès de lui des messagers pour essayer de comprendre pourquoi et par qui il se sentait attaqué. Mais je n'ai reçu aucune réponse de lui, sinon pour me mettre au défi. C'est pourquoi, mon fils bien-aimé, quand tu auras reçu cette lettre, rentre, dès que tu le pourras, non pas tant pour me secourir moi-même, ce que, cependant, la pitié filiale t'impose naturellement de faire, que les tiens, que tu peux avec raison sauver et protéger. Tu accompliras ta mission en versant le moins de sang possible et, si nous pouvions le faire, nous sauverons les personnes en utilisant des précautions et des ruses de guerre, et nous les renverrons tout joyeux chez eux. Très cher fils, que la paix du Christ soit avec toi. Salut Ponocrate, Gymnaste et Eudémon de ma part, le 20e jour de septembre, ton père Grand Gousier. Chapitre 21. Comment Ulrich Galet fut envoyé auprès de Picrochole et le discours fait par Galet à Picrochole. Après avoir dicté et signé sa lettre, Grand Gousier ordonna à Ulrich Galet, homme sage et plein de jugement, dont il avait constaté les qualités et les bons avis en diverses affaires, d'aller trouver Picrochole pour l'avertir de ce qui venait d'être décidé. Il se rendit avec son trompette à la porte du château et demanda aux gardes de le laisser parler au roi dans son intérêt. Le roi, ayant pris connaissance de ce message, ne donna pas la permission de lui ouvrir la porte, mais il se déplaça sur les remparts et dit à l'ambassadeur: « Que se passe-t-il de nouveau? Que voulez-vous me dire ?» Alors, l'ambassadeur proposa ce qui suit. « Il n'y a rien de plus triste que de recevoir des ennuis et des malheurs, alors qu'on méritait la sympathie et la bienveillance. Ne t'étonne donc pas si le roi Grand Gousier, mon maître, est saisi du plus grand des plaisirs et perturbé par ta furieuse et hostile venue. Il serait très étonnant que les excès incomparables commis sur ces terres et contre ces sujets par toi et tes gens ne lui causent aucune émotion. C'est pour lui une grande peine, en raison de la cordiale affection avec laquelle il a toujours chéri ses sujets. Mais il éprouve encore plus de peine que ces torts aient été commis par toi et les tiens, alors que toi et tes pères, depuis toujours, avaient entretenu des liens d'amitié avec lui et ses ancêtres. Il y a plus. Quelle folie s'est donc emparée de toi à présent pour que tu brises toute alliance et que tu détruises toute amitié et que tu bafoues toute justice? Tu envahis ces terres sans avoir été offensé, irrité ou provoqué par lui ou par les siens. Si nous avions secouru tes ennemis, si nous avions blessé ton honneur, ou si, dans ton imagination, nous avions fait des choses qui n'étaient pas dignes de notre ancienne amitié, tu devais d'abord rechercher la vérité, puis nous en avertir, et nous aurions satisfait à tes demandes de telle manière que tu aurais été content. Mais quel est ton projet? Nous crois-tu si lâches et si stupides, si privés de soldats, d'argent, d'intelligence et de sciences militaires, pour que nous ne puissions pas résister à tes assauts? Pars d'ici sans attendre, dès demain, pour toujours, retire-toi dans tes terres, sans faire aucun tumulte, ni dégâts. Paie 1000 besants d'or pour les dommages que tu as causés sur ces terres. Tu verseras la moitié demain, tu paieras l'autre moitié aux ides de mai à venir, en nous laissant des otages. Chapitre 22. Comment Grand Gousier, pour acheter la paix, fit rendre les foisses. Alors le bonhomme Galet se tut, mais Picrochole ne répondit rien à toutes ces paroles. Sinon, venez les chercher, mes soldats vous donneront de la foisse. Galet retourna donc vers Grand Gousier, qu'il trouva tête nue, agenouillé dans un coin de son cabinet de travail, priant Dieu de ramollir la colère de Picrochole et de le ramener à la maison sans que l'usage de la force soit nécessaire. Quand Grand Gousier vit le bonhomme de retour, il lui demanda: « Ah, mon ami, quelle nouvelle m'apportez-vous » ? « Cet homme est fou, répondit Galet, et abandonné de Dieu. »« Mais, mon ami, demanda Grand Gousier, quelle cause donne-t-il à cette folie ?» Il ne m'a, dit Galet, exposé aucune cause. Il ne m'a dit, avec colère, que quelques mots à propos des foisses. Je ne sais pas si l'on n'aurait pas fait outrage à ces foissiers. Je veux, répondit Grand Gousier, enquêter avant de décider ce que nous devons faire. Alors, il ordonna de faire la lumière sur cette affaire.
Il découvrit qu'on avait réellement pris quelques foisses aux gens de Picrochole et que le dénommé marquis avait reçu un coup de bâton sur la tête. Toutefois, le tout avait été bien payé et le dénommé marquis avait d'abord blessé le berger aux jambes avec son fouet. Et il sembla, à tout le conseil, qu'on devait se défendre avec toutes ses forces. Mais Grand Gousier, entendant parler de force, dit « Puisqu'il n'est question que de quelques foisses, j'essaierai de le contenter, car il me déplaît trop de provoquer la guerre. » Il demanda donc combien on avait pris de foisses. En apprenant qu'il y en avait 4 ou 5 douzaines, il commanda d'en préparer 5 charretées la nuit même, dont une comprenant des foisses faites de pur beurre, de jaune d'œuf, de beau safran et de belles épices, pour être distribuées à Marquet. Pour son dédommagement, il lui donnait 700 003 philippus pour payer les chirurgiens qui l'avaient soigné, et en plus, il lui donnait la métairie de la Pomardière, sans redevance, pour lui et pour les siens. Pour conduire le tout et le remettre, on envoya Galet avec les charretiers. Arrivés à la porte, ils demandèrent à parler à Picrochole de la part de Grand Gousier. Picrochole ne voulut jamais les laisser entrer ni leur parler. Il leur fit savoir qu'il était empêché, mais qu'il n'avait qu'à dire ce qu'il voulait au capitaine Toquedillon, lequel plaçait quelques pièces d'artillerie sur les murailles. Toquedillon raconta le tout à Picrochole et, de plus, il empoisonna son cœur en lui disant « Ces Rustres ont une belle peur. Par Dieu, Grand Gousier tremble, le pauvre buveur. Ce n'est pas son art d'aller à la guerre, mais bien de vider les flacons. Je suis d'opinion que nous confisquions les foisses et l'argent, et pour le reste, dépêchons-nous de renforcer les remparts de cette ville et de continuer notre aventure. Mais pense-t-il avoir affaire à une dupe pour vouloir nous régaler de ces foisses ? Le bon traitement et la grande familiarité que vous leur avez accordée vous ont rendu méprisables à leurs yeux. Passez pommade à un vilain, il vous battera. Battez-le, il vous passera pommade. Ça, dit Picrochole, ils en auront. Faites ainsi que vous l'avez dit. Ils prirent donc l'argent et les foisses, et les bœufs, et les charrettes, et renvoyèrent les messages, sans dire mot, sinon de ne plus s'approcher de si près, pour la raison qu'on leur dirait le lendemain. Ainsi, sans rien faire, les envoyés retournèrent auprès de Grand Gousier. Ils lui racontèrent tout, ajoutant qu'il n'y avait aucun espoir de les amener à la paix, sinon en menant une vive et forte guerre. Chapitre 23. Comment certains gouverneurs de Picrochole, en lui donnant de mauvais conseils, le mirent au dernier péril. Les foisses volées, le duc de Menuail, le comte Spadassin et le capitaine Pagaille comparurent devant Picrochole et lui dirent « Sire, aujourd'hui nous allons faire de vous le plus heureux et le plus valeureux des princes. Le moyen est le suivant. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison, avec une petite bande de gens pour garder la place, qui nous semble assez forte en raison de sa disposition naturelle et des remparts que nous avons faits selon votre invention. Vous partagerez votre armée en deux. Une partie ira se jeter sur ce Grand Gousier et ses gens. Au premier choc, elle les battra facilement. Là, vous pourrez récupérer un tas d'argent, car ce paysan en a. Nous disons paysan, parce qu'un noble prince n'a jamais un sou. Pendant ce temps, l'autre partie s'en ira vers la Nuisse, la Saintonge, l'Angoumois et la Gascogne, le Périgord, le Médoc, les Landes. Sans résistance, vos troupes prendront villes, châteaux et forteresses. À Bayonne, Saint-Jean-de-Luz et Fontarabie, vous saisirez tous les navires et, longeant les Goths vers la Galice et le Portugal, vous pillerez tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne, où vous recevrez les renforts nécessaires à un conquérant. Corps bleu, l'Espagne se rendra, car ce ne sont que des rustres. Vous passerez par le détroit de Séville, et ce détroit sera nommé la mer Picrocholine, en l'honneur de votre nom. Vous attaquerez les royaumes de Tunis, Bizerte, Alger, Beaune, Cyrène et hardiment toute la barbarie. Passant outre, vous tiendrez dans votre main Majorque, Minorque, la Sardaigne, la Corse, ainsi que les Baléares. Contournant la côte par la gauche, vous dominerez la Provence, Gênes, Florence, Luc et adieu Rome. Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. Ma foi, dit Picrochole, je ne lui baiserai jamais la pantoufle. L'Italie prise, voilà Naples, la Calabre, la Pouille et la Sicile, toutes mises à sac,
et Malte avec. J'irai, dit Picrochole, volontiers à Lorette. Non, non, dirent-ils, ce sera au retour. De là, nous prendrons la Crète, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades, et nous nous dirigerons vers l'Amorée. Nous la tenons. Par Saint-Aignan, que Dieu garde Jérusalem, car la puissance du sultan n'est pas comparable à la vôtre. Je ferai donc bâtir le temple de Salomon? Non, pas encore. Attendez un peu, ne soyez pas si précipités dans vos entreprises. Savez-vous ce que disait l'empereur Auguste? Hâte-toi lentement, il convient de conquérir d'abord l'Asie mineure jusqu'à l'Euphrate. Verrons-nous, dit Picrochole, Babylone et le mont Sinaï? Il n'est pas nécessaire de le faire pour le moment. Par ma foi, nous sommes fous. Quoi? Que boirons-nous à travers ces déserts? Car Julien Auguste et toute son armée y moururent de soif, à ce que l'on dit. Non, nous avons déjà veillé à tout. Par la mer de Syrie, vous avez 9014 nefs chargées des meilleurs vins du monde. Elles sont arrivées à Jaffa. Là se trouvent 200 020 chameaux et 1600 éléphants que vous avez capturés au cours d'une chasse, lorsque vous êtes entré en Libye. N'avez-vous pas du vin en suffisance? Certes, dit Picrochole, mais nous ne buvons point frais, qu'on prépare tout et qui même me suivent. Chapitre 24. Comment Gargantua quittera la ville de Paris pour secourir son pays et démolit le château du Gué de Vède. À la même heure, Gargantua était sorti de Paris sur sa grande jument, aussitôt après avoir reçu la lettre de son père, en compagnie de Ponocrate, Gymnaste et Eudémon, qui, pour le suivre, avaient pris des chevaux. Le reste de son équipage venait à journée normale, ramenant tous ses livres et instruments de travail. Sur la route, Gargantua trouva un arbre élevé. Il l'arracha facilement de terre, en ôta les branches et le décora selon son plaisir. Lorsqu'ils arrivèrent au bois de Vède, Gargantua fut prévenu par Eudémon qu'il restait des ennemis dans le château. En l'apprenant, Gargantua s'écria de toutes ses forces. « Êtes-vous là ou n'y êtes-vous pas? Si vous y êtes, n'y demeurez pas. Si vous n'y êtes pas, je n'ai rien à dire. » Mais un canonnier lui tira un coup de canon et l'atteignit à la tempe droite. Toutefois, il ne lui fit pas plus de mal que s'il avait lancé une prune. « Qu'est-ce cela? Dit Gargantua. Vous jetez des grains de raisin? La vendange vous coûte cher. » Il pensait véritablement que le boulet était un grain de raisin. Ceux qui étaient dans le château, entendant le bruit, coururent autour et aux forteresses. Ils lui tirèrent plus de 9025 coups de fauconneau et d'arquebuse, visant tous la tête. Ils tiraient contre lui si menu qu'il s'écria « Ponocrate, mon ami, ces mouches m'aveuglent. Passez-moi une branche de saule pour les chasser. » Il pensait que les boulets étaient des mouches bovines. Ponocrate l'avisa que les coups d'artillerie que l'on tirait du château n'étaient pas des mouches. Alors, Gargantua frappa avec son grand arbre contre le château. À grands coups, il abattit les tours et les fortifications. Il envoya tout par terre. Tous ceux qui s'y trouvaient furent mis en pièces. Chapitre 25. Comment Gargantua, en se peignant, faisait tomber de ses cheveux les boulets d'artillerie. Peu de temps après l'épisode du Gué de Vède, ils abordèrent le château de Grand Gousier, qui les attendait avec le grand désir de les voir. À leur arrivée, ils festoyèrent à tour de bras. Jamais on ne vit de gens plus joyeux. On dit même que Gargamel mourut de joie durant ce festin. Pendant qu'on le changeait d'habit, Gargantua se peignait. Son peigne avait la taille de 100 cannes. Il était fait de grandes défenses d'éléphant. À chaque coup, il faisait tomber plus de 7 boulets qui étaient demeurés dans ses cheveux lors de la destruction du château de Vède. En voyant cela, Grand Gousier, son père, pensa que c'était des poux et le lui dit. Alors Ponocrate répondit « Ce sont des coups de canon qu'a reçu votre fils Gargantua en passant par le bois de Vède, à la suite de la trahison de vos ennemis. Mais, en récompense, ils ont tous péri dans les ruines du château. Je suis d'avis que nous poursuivions pendant que la chance est avec nous, car l'occasion a tous ses cheveux au front. Quand elle est passée, vous ne pouvez plus la rattraper. Elle est chauve par derrière, et jamais plus elle ne se retourne. » « Vraiment, dit Grand Gousier, je veux festoyer ce soir, et soyez les très bienvenus. » Après toutes ces paroles, on apporta le souper.
On rôtit 16 bœufs, 3 génisses, 32 veaux, 63 chevaux, 95 moutons, 300 cochons de lait, 120 perdrix, 700 bécasses, 400 chapons, 6000 poulets et autant de pigeons, 600 petites poules, 1400 jeunes lièvres, 300 autruches et 1700 jeunes coquelets. On ne peut trouver aussi rapidement de la venaison, à l'exception de 11 sangliers qu'envoya l'abbé de Turpenay et de 18 bêtes fauves que donna le seigneur de Grandmont, et de 40 faisans qu'envoya le seigneur des Essarts, ainsi que quelques douzaines de ramiers, d'oiseaux de rivière, de sarcelles, butors, pluviers, francolins, oies sauvages, vanneaux, canards, spatules, hérons, poules d'eau, flamands, dindes, le tout accompagné d'un grand renfort de potage. Chapitre 26. Comment Gargantua mangea en salade 6 pèlerins. Il faut que nous racontions ce qui arriva à 6 pèlerins qui venaient de Saint-Sébastien près de Nantes. Pour se loger pendant la nuit, par peur des ennemis, ils s'étaient cachés dans le jardin entre les choux et les laitues. Gargantua, qui avait soif, demanda si l'on pouvait trouver des laitues pour les faire en salade. Il apprit qu'il y avait les plus belles et les plus grandes du pays, car elles étaient grandes comme des pruniers ou des noyers. Il voulut s'y rendre lui-même et arracha de sa main ce qui lui semblait bon. Il emporta en même temps les 6 pèlerins qui avaient une si grande peur qu'ils n'osaient ni parler ni tousser. Gargantua lava d'abord les laitues à la fontaine. Les pèlerins se disaient l'un à l'autre à voix basse. « Que faut-il faire? Nous allons être noyés entre ces laitues, mais si nous parlons, il nous tuera comme espions. » Tandis qu'ils réfléchissaient de la sorte, Gargantua les mit avec ses laitues dans un plat de la maison, grand comme un énorme tonneau de cîteaux, avec de l'huile, du vinaigre et du sel. Il les mangea pour se rafraîchir avant le souper. Il avait déjà englouti 5 des pèlerins, le 6e était caché sous une laitue à l'exception de son bourdon qui dépassait. Quand il vit le bourdon, Grangousier dit à Gargantua : « Je crois que c'est là un escargot, ne le mangez pas. » « Pourquoi » dit Gargantua, « ils sont bons pendant tout ce mois. » Et il tira sur le bourdon. Il enleva le pèlerin et le mangea très bien. Puis il but un horrifique trait de vin et ils attendirent qu'on préparât le souper. Les pèlerins dévorés évitèrent les dents du mieux qu'ils purent. Ils pensaient qu'on les avait jetés dans une basse fosse de prison. Lorsque Gargantua but le grand trait de vin, ils pensèrent se noyer dans sa bouche et le torrent de vin les emporta presque dans le gouffre de son estomac. Toutefois, ils se tinrent à l'abri en sautant avec leur bourdon et ils se réfugièrent au bord des dents. Mais, par malheur, l'un d'eux, qui tâtait avec son bourdon pour savoir s'il était en sécurité, frappa rudemment dans le trou d'une dent creuse et atteignit le nerf, ce qui causa une très vive douleur à Gargantua. Il commença à crier en raison de la rage qu'il endurait. Pour se soulager du mal, il fit apporter son cure-dent et il vous dénicha les pèlerins. Car il attrapait l'un par les épaules, l'autre par la besace, l'autre par l'écharpe. Ainsi les pèlerins purent s'enfuir et il apaisa sa douleur. À cet instant, il fut appelé par Eudémon pour souper, car tout était prêt. Chapitre 27. Comment Gargantua assiégea Picrochole dans la roche Clermont et défit l'armée du dit Picrochole. Le lendemain, on repartit en guerre. Gargantua eut la charge totale de l'armée. Son père demeura dans sa principale place forte. Il leur donnait du courage par ses bonnes paroles et promit de belles récompenses à ceux qui feraient des prouesses. Puis, ils gagnèrent le gué de Vède et au moyen de bateaux et de ponts de construction très légères, ils traversèrent d'une traite. Gargantua examina la situation de la ville qui était sur une hauteur à un bon emplacement. Pendant la nuit, il réfléchit à ce qu'il fallait faire. Gymnaste dit : « Seigneur, telle est la nature et le caractère des Français qu'ils ne valent qu'à la première attaque. Alors, ils sont pires que des diables, mais ils doivent attendre. Ils deviennent inférieurs aux femmes. Je suis d'avis que vous fassiez donner l'assaut, après avoir permis à vos hommes de se reposer et de reprendre haleine. » L'avis fut trouvé bon. On plaça donc l'armée en rase campagne en disposant les hommes de réserve du côté de la montée. Frère Jean prit avec lui 6 compagnies de gens de pied et 200 hommes d'armes. En hâte, ils traversèrent les marais et marchèrent au-dessus du puits
jusqu'au grand chemin de Loudun. Pendant ces préparatifs, les hommes de Picrochole ne savaient pas s'il était préférable de sortir pour les affronter ou de garder la ville sans bouger. Mais Picrochole sortit furieusement avec quelques bandes d'hommes d'armes. Ils furent reçus et accueillis à coups de canon qui tombaient comme grêle du haut des coteaux. Les gargantuistes se retirèrent pour favoriser les tirs d'artillerie. Ceux de la ville se défendaient du mieux qu'ils pouvaient. Certains qui avaient échappé aux boulets attaquèrent furieusement nos gens, mais peu en profitèrent, car tous furent bien reçus et jetés à terre. Pour cette raison, ils voulurent se retirer. Mais, pendant ce temps, le moine avait barré le passage. Ils se mirent alors à fuir en désordre. Frère Jean des Entaumeurs attendit quelques instants, puis, nul ne venant combattre, il envoya le duc frontiste demander à Gargantua d'avancer par la gauche du coteau et d'empêcher ainsi Picrochole de battre en retraite. C'est ce que fit Gargantua en toute hâte. Il envoya 4 légions, mais ils ne purent gagner le haut assez rapidement, et ils se trouvèrent en face de Picrochole et de ses troupes qui s'étaient dispersées sous son commandement. Alors, les hommes de Gargantua les chargèrent rudement. Toutefois, ils furent gravement meurtris par ceux qui étaient sur les murs et les bombardaient de flèches et de coups de canon. En voyant cela, Gargantua alla les secourir de toutes ses forces. Avec toute son artillerie, il commença à pilonner ce quartier de murailles, de telle sorte que toutes les forces de la ville y furent rappelées. Le moine, voyant que le côté qu'il assiégeait était dégarni de gardes, s'avança vers le fort et l'escalada avec ses hommes. Il pensa que ceux qui surviennent à l'improviste font plus peur que ceux qui combattent de face. Toutefois, le moine n'attaqua qu'après que tous ses hommes n'eurent escaladé les murailles. Puis il cria horriblement, et les siens avec lui. Les soldats de Picrochole virent qu'ils étaient attaqués de tous côtés et constatèrent que les gargantuistes avaient conquis la ville. Ils se rendirent au moine sans résistance. Le moine leur fit déposer les armes, puis il les fit enfermer dans les églises en plaçant les gardes aux portes pour les empêcher de sortir. Frère Jean se rendit alors au secours de Gargantua. Mais Picrochole crut que du secours lui venait de la ville, et il s'avança ardemment jusqu'à ce que Gargantua s'écrie « Frère Jean, mon ami frère Jean, vous arrivez au bon moment !» Picrochole et ses hommes, voyant que la situation était désespérée, prirent la fuite dans toutes les directions. Gargantua les fit poursuivre jusqu'aux environs de Vaugaudry, puis il fit sonner la retraite. Chapitre 28. Comment Picrochole prit la fuite et ce que fit Gargantua après la bataille. Picrochole, plein de désespoir, s'enfuit vers l'île Bouchard. Lorsqu'il arriva au chemin de rivière, son cheval hésita. Picrochole en fut tellement indigné qu'il le tua dans un accès de colère. Comme il ne trouva ensuite personne pour lui fournir une monture, il voulut prendre l'âne d'un meunier. Mais le meunier rouèrent Picrochole de coups, le dépouillèrent de ses vêtements et lui donnèrent pour costume une méchante souquenille. Ainsi s'en alla le pauvre coléreux. Il traversa la rivière. Comme il racontait son infortune, une vieille sorcière lui prédit qu'il retrouverait son royaume à la venue des Coquecigrues. Depuis, nul ne sait ce qu'il est devenu. Toutefois, on m'a dit qu'il était à présent un pauvre gagne-denier à Lyon. Il est toujours aussi coléreux qu'auparavant et il demande régulièrement à tous les étrangers quand arriveront les Coquecigrues. Il espère certainement, selon la prophétie de la vieille, retrouver son royaume quand elles arriveront. Après la bataille, Gargantua fit d'abord compter ses gens et s'aperçut que peu d'entre eux avaient péri. Ponocrate avait été blessé d'un coup d'arquebuse qui avait traversé son pourpoint. Puis, Gargantua fit se restaurer chaque compagnie et ordonna au trésorier de payer ses repas et de ne faire aucun tort aux habitants de la ville qui était devenue la sienne. Après le repas, tous les soldats de Gargantua furent réunis sur la place du château, et là on leur versa 6 mois de paix. Puis Gargantua fit venir sur la place tous les hommes de Picrochole. Chapitre 29. Comment les gargantuistes furent récompensés après la bataille. On livra à Gargantua tous ceux qui avaient provoqué la guerre, à l'exception de Spadassin et de Pagaille, qui s'étaient enfuis 6 heures avant la bataille, sans faire halte ni regarder derrière eux,
à l'exception aussi de 2 foissiers qui moururent de leurs blessures dans la journée. À ces prisonniers, Gargantua ne fit d'autre mal que de les obliger à faire fonctionner les presses de son imprimerie, qui venait d'être installée. Ceux qui étaient morts, Gargantua les fit honorablement enterrer. Ceux qui étaient blessés, il les fit panser et soigner dans son grand hôpital. Ensuite, Gargantua fit enquêter sur les dommages subis par la ville et les habitants. Il les fit rembourser au mieux, en se fiant à la parole des intéressés. Il fit bâtir un château fort, et y plaça les gendarmes et un guet pour mieux se défendre à l'avenir contre les attaques imprévues. Avant de partir, Gargantua récompensa généreusement tous les soldats de ses légions qui avaient contribué à cette victoire. Il les renvoya passer l'hiver dans leur garnison, à l'exception de sa légion d'élite qu'il avait vu accomplir des prouesses. Il se rendit avec les capitaines de cette légion auprès de Grand-Gousier. À leur arrivée, le bonhomme Grand-Gousier éprouva une joie impossible à décrire. Il leur offrit un festin, le plus magnifique, le plus abondant et le plus délicieux qu'on ait vu. À la fin du repas, il distribua à chacun d'eux tout ce qui avait décoré son buffet, équivalait 1800 014 besants d'or. De plus, il leur fit compter à chacun 1200 000 écus. De plus, il donna à chacun d'eux à perpétuité, sauf s'ils mouraient sans héritier, ses châteaux et terres voisines à leur convenance. Chapitre 30. Comment Gargantua fit bâtir pour le moine l'abbaye de Thélème. Il restait seulement le moine à récompenser, et Gargantua voulut le faire abbé de Seuilly, mais celui-ci refusa. Il lui répondit d'un ton péremptoire qu'il ne voulait pas se charger de moine ni en gouverner. « Car, dit-il, comment pourrais-je gouverner autrui, moi qui ne sais pas me gouverner moi-même ? S'il vous semble que je vous ai rendu et que je puisse à l'avenir vous rendre service, accordez-moi de fonder une abbaye selon mon idée. » La demande plut à Gargantua, et il lui offrit tout son pays de Thélème. Le moine demanda à Gargantua de pouvoir y fonder un ordre religieux contraire à tous les autres. « Premièrement, donc, dit Gargantua, il ne faudra pas bâtir de murailles tout autour, car tous les autres abbayes sont fièrement murées. Et comme dans tous les couvents de ce monde, tout est minutieusement réglé, limité, mesuré, heure par heure, il fut décrété qu'il n'y aurait aucun cadran et aucune horloge. Gargantua disait qu'il ne connaissait pas de plus réelle perte de temps que de compter les heures. De même, parce qu'en ce temps-là, on ne mettait pas de femmes au couvent, sauf si elles étaient borgnes, boiteuses, bossues, laides, folles, insensées, difformes et remplies de tare, ni d'hommes, à part les asthmatiques, les mal-nés, les niais et ceux qui étaient un fardeau pour la maison, on ordonna que ne seraient reçues dans l'abbaye que les femmes belles, bien formées, de bonne nature, et les hommes beaux, bien formés et de bonne nature. De même, il fut établi que les hommes, comme les femmes qu'on y recevrait, sortiraient quand bon leur semblerait, librement et sans aucune restriction. De même, parce qu'en temps normal les religieux faisaient 3 vœux, celui de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, il fut institué que là, on pourrait être marié, en tout bien tout honneur, que chacun serait riche et vivrait en liberté. Chapitre 31. Comment étaient réglés les Thélémites dans leur manière de vivre. Toute leur vie était ainsi organisée, non par des lois, des statuts et des règles, mais selon leur bon vouloir et leur libre volonté. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le désir leur venait. Nul ne les réveillait, nul ne les forçait à boire, à manger ou à faire quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Leur seule règle était cette clause : fais ce que tu voudras. Parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct qu'ils appellent honneur, qui les pousse à toujours agir de façon vertueuse et à repousser le vice. Grâce à cette liberté, ils se mirent à tous vouloir faire ce qu'il plaisait à un seul. Si l'un ou l'une d'entre eux disait « buvons », tous buvaient. Si l'on disait « jouons », tous jouaient. Si l'on disait « allons nous amuser dans les champs », tous y allaient. Ils étaient tous si noblement instruits qu'il n'y en avait pas un d'entre eux qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'harmonieux instruments, parler 5 à 6 langues et composer dans celles-ci des romans ou des poèmes.
Jamais on ne vit de chevalier si preux, si galant, si adroit à pied ou à cheval, plus vigoureux, plus vif, maniant si bien les armes que ceux qui étaient là. Jamais on ne vit de dames si élégantes, si mignonnes, moins grincheuses, plus habiles de leurs mains dans les travaux de couture et dans toutes les occupations dignes d'une femme honnête et libre que celles qui étaient là. C'est la raison pour laquelle, quand le temps était venu pour l'un d'entre eux de quitter l'abbaye, à la demande de ses parents ou pour toute autre raison, il emmenait avec lui l'une des dames, celle qui en avait fait son chevalier servant, et l'on les mariait l'un à l'autre. Et le dévouement et l'amitié qu'ils avaient éprouvés en vivant à Thélème, ils les renforçaient dans leur mariage. Ils s'aimaient tout autant à la fin de leur vie qu'au premier jour de leurs noces.